Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, il se passe quelque chose d'assez particulier sur les marchés en ce moment. Le titre de cette vidéo, c'est le carry trade. Et on va voir effectivement les différentes implications qu'il a pu avoir sur les marchés boursiers au cours de ces derniers jours. C'est parti. Alors, comme vous le savez, l'ensemble des places boursières mondiales ont dévissé il y a quelques jours. On a eu une baisse assez soudaine du Nikkei, donc l'indice boursier japonais de moins 12%. C'est sa pire baisse depuis 1987 lors du Black Monday. On a eu moins 6% pour le Nasdaq Futur en séance, moins 4% pour le S&P 500, moins 12% pour le Bitcoin et jusqu'à moins 20% pour l'Ethereum. C'est considérable. C'est une journée qui nous rappelle sans doute ce que l'on a vécu au cours du crack de l'année 2020 lors de la crise du Covid. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que c'est nécessaire de paniquer? Est-ce que cela nous donne au contraire beaucoup d'opportunités sur les marchés? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires s'il y en a. Alors, venons déjà sur un sujet assez important. On est en été. Et donc, qui dit marché estivaux dit moins de liquidité. Qui dit moins de liquidité dit des mouvements un petit peu plus brusques que d'habitude. C'est normal. On voit ça régulièrement chaque été. Alors, pas des corrections de cette ampleur, évidemment, pas de cet ordre-là, mais régulièrement chaque été, parfois on a des petits trous d'air de quelques pourcents sur les indices qui sont assez rapides, puisqu'évidemment il y a moins de liquidité. Donc, c'est un petit peu plus sujet à ce type de mouvement. On va revenir un petit peu dans la chronologie des choses. Donc, d'abord, je vais vous expliquer les 4 catalyseurs qui ont enclenché cette chute vertigineuse des marchés. Et à la fin, je vais vous expliquer un petit peu ce que moi, je compte faire sur le marché, ce que certains gros acteurs font sur le marché, tout simplement. Alors déjà, premier catalyseur, on est sur le sujet récession. On a pas mal d'opérateurs boursiers qui craignent une récession. Alors, effectivement, on est un petit peu dans ce sujet-là, puisqu'on a eu des données de l'emploi qui ont été particulièrement mauvaises aux États-Unis. Pareil, avec des indices de directeurs d'achat qui ont été assez mauvais, montrant vraiment une contraction de l'activité économique. Et donc tout ça, ça a un petit peu effrayé certains opérateurs. Ce qu'il faut globalement comprendre, c'est qu'aussi pas mal d'opérateurs sont en train de se dire que la Banque centrale américaine pourrait en réalité avoir un léger retard par rapport à l'économie. Je vous explique, le sujet il est assez simple, c'est que lorsqu'on prend une règle comme la règle Taylor, alors cette règle, elle suggère que actuellement les taux d'intérêt seraient 1,7% trop hauts par rapport à ce qu'ils devraient être dans la réalité. Ok. La règle de Taylor, c'est une formule qui est utilisée par certaines banques centrales pour fixer les taux d'intérêt en fonction de l'inflation et finalement de la performance économique. Elle combine un taux d'intérêt de base, donc souvent 2%, l'inflation actuelle, l'écart entre l'inflation et l'objectif d'inflation, donc souvent 2%. L'objectif d'inflation d'une banque centrale, c'est de tendre vers les 2%. Et l'écart de production, donc la différence entre ce que l'économie produit et ce qu'elle pourrait tout simplement produire. Et donc, cette règle, elle permet, on va dire, d'avoir une certaine stabilité. Comme je vous l'ai dit, le marché de l'emploi, il inquiète pas mal les marchés en ce moment, puisque ce qu'on constate globalement, c'est que l'on a une hausse des chômeurs de longue durée, on a une hausse des travailleurs à temps partiel. Alors globalement, on est dans une incertitude économique. On n'est pas encore techniquement en récession, mais on est en période d'incertitude économique. Alors, pourquoi et comment ça se traduit? On constate que principalement, on a une hausse des emplois à temps partiel. Donc, on a pas mal de dirigeants d'entreprise qui font face à l'incertitude économique. Alors, c'est aussi probable avec les élections américaines en fin d'année.
mais ça traduit quand même d'une incertitude économique. Pas d'une récession, mais en tout cas, pour le moment, les employeurs sont assez incertains. Et puis évidemment, on a une baisse des emplois à temps plein. L'indice de diffusion de l'emploi privé est au plus bas depuis avril 2020. Et on a de plus en plus finalement de ménages, d'actifs qui finalement multiplient les emplois afin de pouvoir faire face à leurs dépenses de consommation. Voilà. Donc c'est quand même assez inquiétant sur le papier. Maintenant, est-ce que il n'y aurait pas plus de peur que de mal? Alors, c'est ce qu'on pourrait peut-être se dire, puisque certaines données mettent en avant le fait que bah, la hausse du taux de chômage pourrait être due à des nouveaux arrivants sur le marché du travail et ainsi qu'à des licenciements temporaires qui là en l'occurrence sont dus aux conditions météorologiques. Donc ça serait finalement temporaire. Donc ça serait finalement une bonne chose. Au-delà de ça, on a eu les données relatives au secteur des services aux États-Unis qui se sont avérées largement meilleures que prévu, donc l'indice ISM des services. Et effectivement, on retrouve cette zone d'expansion. On était en contraction durant un certain moment. Rappelons quand même que le secteur des services est un secteur très important aux États-Unis et que là, effectivement, à la grande surprise des marchés, il a été plutôt bon. Voilà, donc ça, c'est une bonne chose et ça a permis, on va dire, de contenir le mouvement de baisse. Sinon, évidemment, on aurait eu un risque d'accélération du mouvement baissier et ça aurait confirmé davantage notre idée de récession. Alors, maintenant, deuxième catalyseur, et pas des moindres, puisque finalement, c'est là où tout a commencé, finalement, puisque tout ça a commencé à partir de l'ouverture de la session asiatique. Donc, c'est ce qu'on appelle le carry trade sur le yen. Alors, le carry trade, c'est quoi? C'est lorsque vous allez emprunter dans une monnaie à faible taux d'intérêt, donc en l'occurrence le yen, pour investir dans une monnaie à taux d'intérêt plus élevé, donc en l'occurrence le dollar ou d'autres monnaies. Admettons, on va prendre un exemple assez simple. Je suis un investisseur japonais. Le carry trade, c'est quand moi et d'autres investisseurs empruntons de l'argent dans une devise avec des taux d'intérêt très bas, donc en l'occurrence comme le yen, comme je vous ai expliqué, pour investir cet argent dans des actifs qui rapportent plus dans d'autres devises, donc en l'occurrence le dollar américain. En gros, je vais profiter du différentiel de taux d'intérêt. C'est un petit peu comme un arbitrage, si vous voulez. Mais récemment, les choses ont changé puisqu'on a eu une hausse de taux d'intérêt par la Banque du Japon. Donc ça veut dire que garder mes positions en yens devient évidemment moins avantageux. Alors, je dois racheter mes yens pour rembourser mes emprunts. Et c'est ce que beaucoup d'autres investisseurs ont fait en même temps. Et je précise bien en même temps. C'est pourquoi le yen est brusquement monté en flèche. Et cette situation, elle a été compliquée donc, par la peur d'une récession aux États-Unis, ce qui a poussé encore plus de gens finalement à chercher des refuges dans des devises, notamment comme le yen. Et on constate également qu'il y a une certaine peur vis-à-vis de certaines sociétés technologiques qui commencent à arriver sur des niveaux de valorisation assez importants. Donc finalement, tout le monde s'est débarrassé de ces investissements risqués pour acheter des yens, ce qui a fait monter sa valeur davantage, ce qui a entraîné des appels de marge. Et effectivement, on a eu une très très forte baisse également sur le Nikkei. Donc en gros, c'est un effet boule de neige. C'est lorsque tout le monde essaie de sortir ses positions en même temps, rendant évidemment les marchés extrêmement volatiles, extrêmement instables. Et c'est encore une fois accentué parce que nous sommes en plein été. Donc voilà. Alors troisième sujet et pas des moindres, puisque là en l'occurrence on va aborder le sujet de la bulle liée à l'intelligence artificielle. Comme vous le savez, cette année, on a des marchés qui sont extrêmement concentrés à des niveaux qu'on n'a pas observés depuis les dernières bulles, que ce soit la bulle des années 2000 ou même certaines bulles qu'on a observées précédemment. Et ça commence à devenir un petit peu inquiétant et ça signifie également la formation quand même d'une bulle spéculative. Globalement, pour vous donner un ordre d'idée, cette année,
la contribution de Nvidia dans le retour du S&P 500, elle est de 35%. 35%, c'est littéralement considérable. Si on n'avait pas eu les Big Seven, le marché n'aurait pas performé et le marché aurait même été en perte cette année. Donc, globalement, on peut quand même s'interroger sur la formation d'une bulle spéculative. Qui plus est, on constate une recrudescence des activités sur les options, ce qu'on appelle Zero Day to Expiration. Ces options, elles expirent le jour même. Alors, ce ne sont pas des options qui permettent d'effectuer certaines stratégies de portefeuille, de se hedger, etc. Ce sont vraiment des instruments spéculatifs qui n'ont que pour but de spéculer. Okay. Et ça, on constate que c'est majoritairement et de plus en plus utilisé par les particuliers. Donc c'est un petit peu voilà, le casino, si vous voulez. On n'est plus vraiment dans les marchés financiers, là on est vraiment dans la spéculation au sens propre. Globalement, ce qui est assez important de noter également, c'est que on n'a plus vraiment d'entre-deux à l'heure actuelle sur les marchés. Dans le sens où chaque mouvement, il va être exacerbé, que ce soit un mouvement de baisse, un mouvement de hausse, il n'y a plus vraiment d'entre-deux où le marché est plutôt équilibré. Là, on est tout de suite soit dans l'euphorie, soit vraiment dans des excès baissiers, comme on a d'ailleurs en ce moment, même si, évidemment, c'est exacerbé par ce qui s'est passé sur le carry trade. Mais globalement, on ne peut que constater ça depuis ces dernières années et depuis la recrudescence pour ces instruments hautement spéculatifs. Globalement, on a un autre sujet et pas des moindres, puisque finalement, là, on parle de l'intensification des conflits au Moyen-Orient. Rappelons que le 19 avril dernier, nous assistions à une chute éclair des marchés suite à une attaque ratée de l'Iran par Israël. Là, cette fois-ci, on se retrouve de l'autre côté de l'échiquier, puisqu'il s'agissait d'une potentielle attaque de l'Iran sur Israël. Et donc, globalement, si on regarde le VIX, eh bien, on constate que les trois pires événements de notre vie sur le plan boursier, eh bien, c'était la crise des subprimes en 2008, le crack du Covid en 2020, et puis la séance du 5 août avec le carry trade. Voilà. Donc, globalement, c'est ce que l'on peut du moins en déduire si l'on se fie au VIX. On est quand même sur une hausse qui est vertigineuse, assez inédite. En tout cas, si on n'est pas sur un crack boursier, c'est quand même assez inédit d'avoir un spike de ce type sur le VIX. Je vous propose désormais qu'on passe sur les graphiques et sur le sujet stratégie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment se positionner? C'est parti. Alors, venons-en désormais au positionnement que l'on pourrait adopter sur un portefeuille. Alors, déjà, venons-en aux statistiques. Lorsque l'on a une période de baisse de taux, globalement, ce sont les petites capitalisations boursières qui vont performer. Okay. On le constate juste ici. Okay. Ça peut être une excellente période pour les petites capitalisations boursières. On constate également que les obligations ont tendance à surperformer. Okay. Donc ça, c'est pareil, ça va particulièrement nous intéresser. Je pense que là, on est sur un moment assez intéressant pour se positionner sur les obligations. Encore une fois, après, ce n'est que mon avis. Alors, d'ailleurs, il y a pas mal d'arguments qui appuient un positionnement sur les small caps. Donc déjà, premièrement, parlons d'une chose importante, c'est la dette. D'accord? La dette, globalement, sur le Russell 2000, donc l'indice des small caps américaines, on a une partie assez importante qui est flottante. Et globalement, on est sur 30%. 30% de la dette du Russell 2000 est flottante. Donc, globalement, à taux variable. Ce qui signifie que lorsque l'on va avoir des mouvements de taux, eh bien, on va avoir une sensibilité assez importante de ces entreprises au mouvement de taux, tout simplement. Donc là, en l'occurrence, une baisse de taux
va être particulièrement apprécié. Va être particulièrement apprécié pour le Russell. Donc c'est une très bonne chose. Donc c'est pour ça que c'est une classe d'actifs qui est particulièrement plébiscitée lorsque l'on a des baisses de taux. Alors ensuite, concernant mon allocation d'actifs favoris, on serait plutôt sur cet ordre-là. Donc globalement 30% de S&P 500, 20% sur du Russell 2000. Donc par exemple, si vous étiez exposé à 50% sur du S&P 500, eh bien, je pense qu'il faut allouer, arbitrer 20% sur du Russell 2000 et couper une partie de cette position. En tout cas, c'est ce que moi je fais actuellement. Je ne vous dis pas forcément de me suivre bêtement, mais en tout cas, c'est ce que moi je fais. Pareil, un positionnement obligataire, ça peut être assez intéressant. Donc là, en l'occurrence, bon, forcément, les obligations, ça ne va pas rapporter une performance qui est faramineuse, c'est évident. Maintenant, ça apporte quand même une certaine stabilité. Si on venait à avoir un krach boursier, évidemment, les obligations pourraient être un moyen très intéressant de protéger son portefeuille. Pareil, je pense qu'avoir un petit peu de cash en ce moment, c'est plutôt intéressant. D'accord. Faut pas forcément être full cash. Je trouve ça d'ailleurs un petit peu débile, vous m'excuserez. Mais avoir une petite partie de cash, que ce soit 15-20%, vous faites un petit peu comme vous le souhaitez. Mais je pense que c'est intéressant pour aller chercher certaines opportunités sur certaines sociétés technologiques ou autres qui ont pu déjà fortement chuter. Et pareil, l'or. Alors l'or, ce qui est intéressant, c'est qu'il surperforme actuellement le S&P 500 depuis le début de l'année. Et si on venait à avoir une période de récession, ça serait un actif de choix. Donc je pense qu'on est sur l'allocation de portefeuille idéale. Alors évidemment, je n'ai pas mis d'action en particulier, mais là, c'est vraiment le portefeuille de bon père de famille. Pour moi, il faut se focaliser sur de la gestion indicielle. Ça prend moins de temps que de s'occuper à gérer des actions. Je pense que c'est particulièrement chronophage et en termes de performance, on s'y retrouve pas spécialement, sauf si véritablement on est très bon. Mais je pense que pour un bon père de famille, de la gestion indicielle, c'est bien mieux en termes de temps et de rentabilité à long terme. Et surtout en termes de frais et de stress, tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Je pense que ça peut éclairer pas mal de personnes. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.